Donc Alexis, parmi les modes d'approvisionnement en circuit court, il y a ces contrats d'achat direct. Dans la mesure où on comprend qu'il y a un actif physique lié à ce contrat direct, son amortissement économique entre en ligne de compte, ce qui a une incidence sur sa durée. Frédéric a parlé de contrats longs, on peut voir aussi parfois des contrats plus courts. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous préciser ce que cela implique pour les collectivités ? Merci Marc. Juste à titre préliminaire, parce que je souffre d'un déficit de notoriété par rapport à mes voisins, donc juste préciser le fournisseur Voltaire, qui nous sommes actifs sur le marché français depuis bientôt 4 ans. Nous sommes une filiale à 100% d'un groupe de production renouvelable, Soner, qui lui-même est adossé depuis fin 2022 à un industriel français qui est Eiffage. Donc pour reprendre les mots d'Engie ce matin, nous sommes désormais un fournisseur de confiance. Et nous sommes essentiellement sur le B2B, c'est-à-dire à la fois des collectivités locales qui aujourd'hui représentent un petit peu plus que la moitié de notre portefeuille, et puis une autre moitié qui sont des clients essentiellement tertiaires. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, nous fournissons le site qui vous accueille en ce moment. Alors pour revenir sur la question, en effet, on va distinguer, le mot PPA est employé on va dire à toutes les sauces, et il y a des réalités très différentes derrière. Vous pouvez voir dans la presse, telle collectivité locale a souscrit un PPA, et puis en fait quand on gratte, on voit que c'est 3 ans. Donc la première chose à faire, c'est analyser la durée, se dire est-ce que c'est une durée courte ou une durée longue, parce que la logique économique ne va pas du tout être la même derrière. Si c'est une durée courte, on va dire un horizon de marché, finalement c'est la référence de prix de marché en général qui s'impose, puisque le producteur n'aurait pas de raison de vendre différemment, à un prix différent de l'horizon de marché. Et dès qu'on est au-delà des horizons de marché, bien souvent ça va être des durées entre 10 et 20 ans qui vont correspondre à la durée d'amortissement de l'actif qui sera soit à construire ou récemment construit, et donc pour lequel il faudra amortir un prêt. Donc on va, pour les sites à construire, on va employer le mot de greenfield. Pour ceux qui sont déjà construits, qu'ils soient longs ou qu'ils soient courts, on peut employer le mot brownfield. Donc faites attention, le mot brownfield peut être source de confusion. Le plus simple est de se focaliser sur la durée, sur les contrats d'achat de long terme. Et donc la loi a apporté une précision par rapport à ces contrats, puisque précédemment le code de la commande publique ne permettait pas aux collectivités locales de s'engager sur des durées longues, et donc il a été explicitement mentionné dans la loi que désormais le code de la commande publique serait modifié pour permettre justement ces achats à long terme, pour peu que la relation soit directe avec le producteur. C'est un point qui mérite d'être précisé. Et donc on va parler de corporate PPA quand on signe directement entre le consommateur et le producteur, donc même si c'est une collectivité qui est le consommateur. Et par contre, si c'est intermédié par un fournisseur, en général on va employer le mot de utility PPA. Voilà. Et tant qu'on est dans la sémantique, je me permettrai juste de compléter ce que disait Frédéric tout à l'heure. Aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, les PPA sont des PPA qu'on appelle Pay as Produced, c'est-à-dire il n'y a pas l'étape de transformation de l'intermittence de la production dans quelque chose de plus structuré. Et dans ce cas-là, le mot agrégateur peut disparaître, puisqu'il va être confondu avec le responsable d'équilibre du fournisseur. Voilà, donc voilà. Tout ça c'est technique, évidemment on va pas tout aborder en 45 minutes, mais c'est juste un avant-goût de tous les sujets à débroussailler à l'avenir. On avait
constaté, notamment avec plusieurs facteurs, notamment à la fois au niveau national, le besoin de développement d'actifs d'ENR sur les territoires et qui vont concerner l'ensemble des collectivités, les obligations s'imposant directement aux collectivités sur la valorisation de leur patrimoine, etc. Où les collectivités sont de plus en plus incitées à s'impliquer elles-mêmes dans les projets ENR, dans les sociétés de projets ou par la mise à disposition de fonciers, etc., voire à devenir elles-mêmes productrices. Donc il y a à la fois cette tendance-là et à la fois la tendance assez récente de ces derniers mois, enfin un peu plus, sur les prix de l'énergie, où les collectivités cherchent aussi à sortir un peu de ce modèle d'achat classique, à acheter de manière un peu, on dirait que des modes un peu alternatifs. Et on constate que parmi les collectivités, il y a beaucoup de collectivités qui cherchent à faire le lien entre ce développement d'actifs ENR sur les territoires et leur achat d'énergie, à créer ce qu'on va appeler des boucles locales, au moins virtuelles, entre un actif qu'elles développeraient sur leur territoire, que ce soit leur domaine public ou non, mais sur le territoire d'une collectivité, et faire le lien avec la consommation. À la fois pour des enjeux aussi d'exemplarité, c'est quelque chose qui ressort assez souvent. C'est aussi pour essayer d'avoir une certaine stabilité des prix dans certains cas, et pour essayer de faire sens aussi à des projets de territoire. Donc la loi ENR, donc effectivement, est venue un peu, à la demande de nombreuses associations de collectivités et de collectivités elles-mêmes, combler certains manques qui juridiquement étaient très contraignants pour les collectivités. Qui, comme l'a dit Frédéric, étaient un peu les oubliés sur certains types d'achats alternatifs. Donc l'autoconsommation était quelque chose déjà d'existant pour les collectivités, mais la loi ENR est venue compléter cela, notamment en confirmant qu'il s'agit bien d'un contrat de la commande publique, tout comme pour les PPA, et donc on reviendra un peu derrière sur ce que ça signifie juridiquement, même si effectivement il y a aussi des dérogations au droit de la commande publique pure. Alors, l'intérêt, d'abord, c'est une façon pour les collectivités d'envoyer un signal fort en faveur du développement des ENR et d'acceptabilité locale des ENR. Je pense que maintenant la plupart des gens en sont convaincus, mais c'est quand même important quand on développe un projet de pouvoir dire qui va alimenter tel client et tel autre. Ça facilite l'étape de développement. Au-delà de ça, du point de vue du consommateur, envoyer le signal qu'on soutient le développement des ENR, et puis également voir les PPA, pas forcément comme l'affaire du siècle et ce qui va permettre de faire des économies substantielles. Je me permets de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Personne ne sait si ce sera une bonne affaire. C'est au bout de 20 ans qu'on saura si c'est une bonne affaire, puisqu'on sera passé par tous les hauts et les bas des prix de marché, et bien malin celui qui est capable d'anticiper la prochaine crise. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça peut être un outil de gestion de risque. Ça va rentrer dans la palette à disposition du consommateur pour se dire que, au moins pour une partie de ma consommation, je neutralise la volatilité des prix. Voilà, donc attention en tout cas à tous ceux qui vous promettent que c'est forcément une bonne affaire. Ça rappellerait l'immobilier. Non, c'est un outil de dérisquage sur le long terme. Et pour que ça reste un outil de dérisquage, il faut aussi être raisonnable sur la part de la consommation issue du PPA, notamment sur le photovoltaïque, parce que la production photovoltaïque, le profil de production photovoltaïque ne correspond pas très bien, en tout cas pas exactement au profil de consommation, notamment si on pense à la différence entre l'été et l'hiver. Et donc il faut envisager une part raisonnable
pour que ça soit un vrai outil de gestion de risque. D'accord, merci Alexis. Frédéric, un mot peut-être ? Oui, juste pour compléter ce que dit Alexis, parce que c'est très vrai, c'est pas forcément... à court terme, on voit bien que les prix de marché sont très hauts, donc c'est pour ça qu'il y a un engouement sur ce dispositif et que tout le monde s'y intéresse. Je pense que ça permet aussi de préparer le post-arène, parce qu'on a l'arène, il y a eu pas mal de débats tout à l'heure, l'arène qui s'arrête fin 25, peut-être fin 26, mais enfin ça reste très court terme, et avoir, je dis n'importe quoi, 20% de son sourcing ou 15% qui est sécurisé avec un approvisionnement PPA, ça permet de gérer effectivement son budget, de sécuriser une partie de son budget à un prix connu, qui sera peut-être pas le prix optimum sur le moyen terme, mais qui est un prix connu. Et aujourd'hui, on sait très bien que les collectivités, les clients publics ont besoin, comme d'ailleurs les clients privés, de visibilité budgétaire. Autre chose intéressante, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu des échanges comme quoi les PPA, c'est pas pour les petits clients. Alors, oui et non. Enfin, la spécificité des clients publics, c'est qu'on est souvent face à des groupements d'achat. Et aujourd'hui, un groupement d'achat, c'est un gros volume, mais constitué de plein de petits adhérents. Et donc, aujourd'hui, un de nos défis, c'est de rendre possible un PPA pour un groupement d'achat, un syndicat d'énergie ou n'importe quel autre groupement d'achat, pour permettre aux plus petites collectivités, aux plus petits adhérents publics, de bénéficier de ces PPA. Et je pense, franchement, on a beaucoup d'échanges avec nos clients en ce moment, que ça va être tout à fait possible. Et c'est une des forces aussi des clients publics, qui sont souvent dans ces groupements d'achat organisés entre des grosses collectivités avec beaucoup de consommation et des petites collectivités qui sont plutôt rurales, avec beaucoup de foncier. Et on va y venir peut-être après, c'est un des points très importants des PPA, c'est le foncier. D'accord, merci Frédéric. Donc je comprends finalement que l'intérêt de ces modes alternatifs d'approvisionnement, c'est d'assurer une stabilité et une prévisibilité, en tout cas pour une certaine part, à long terme. Alors oui, je vais illustrer le propos. Les controverses juridiques, on est habitué. Sur les PPA, donc ça démarre. La controverse sur est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé, avec la remarque que c'est border. Et je voulais illustrer le propos pour dire, mais finalement ça rappelle les débats sur les circuits courts qu'on a eu il y a quelques années quand quelques collectivités se sont lancées. Alors on n'était pas sur des achats long terme, mais sur des achats court terme. Et il y avait eu les mêmes débats sur c'est pas possible, et pourtant certains l'ont fait. Et donc là, on a illustré le cas de la mairie de Paris qui avait publié un marché circuit court. Donc là, c'était en 2021 et nous étions fournisseurs, où la mairie mettait à disposition ses actifs et on devait récupérer la production sur le stade Jean-Bouin pour alimenter un certain nombre de bâtiments publics à travers la ville. Et puis évidemment, après, la plus-value du fournisseur, c'est aussi de mettre à disposition les outils de gestion et de visualisation pour pouvoir communiquer sur ces outils. Alors le propos, c'est de dire, messieurs les acheteurs publics, aller au-delà de la première réticence que vous entendrez. Certains, c'est peut-être border, mais certains se sont jetés à l'eau sur des sujets un peu comparables et se jetteront à l'eau pareil pour les PPA en mettant par exemple à disposition du foncier qui leur appartient, et puis après on discutera est-ce que c'est du droit de la concession, est-ce que c'est du droit de... on trouvera une autre modalité, mais on est certain que quelques collectivités se lanceront et on sera ravis de les accompagner. À titre d'illustration, je citerai également, donc il y a la métropole de Nantes aussi qui a fait partie des premiers à se lancer. Et puis on a vu des choses intéressantes aussi à Brest avec une gestion d'achat virtuel qui pourrait inspirer d'autres acheteurs. Oui, tout à fait. C'était vraiment le principal obstacle. S'il y a des acheteurs publics, des collectivités dans la salle, je pense que le contrat de la commande publique, ça évoquera tout de suite des règles assez contraignantes, assez strictes.
Sur la durée, il y a effectivement deux choses. Il y a l'aspect économique, visibilité des prix. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, sur le fait qu'effectivement, c'est pas parce que les prix de marché étaient hauts à un moment donné que l'offre est intéressante à un instant T, que ça peut garantir un intérêt aussi économique pour les collectivités à souscrire un PPA rapidement. Donc, voilà, il y a aussi cette prudence-là. Et puis, d'un point de vue juridique, il y avait effectivement cette contrainte-là qui a été levée par la loi ENR, puisque dans l'article du Code de l'énergie qu'elle crée, elle permet du coup d'avoir des contrats de la commande publique qui ont une durée basée sur la durée d'amortissement ou sur la nature des prestations. Donc, point important d'ailleurs, c'est pas codifié dans le code de la commande publique, c'est vraiment dans le code de l'énergie, ça. c'est une disposition spécifique. C'est ça. L'argument qui était derrière ça, de ne pas modifier le code de la commande publique, ce sont des contrats de la commande publique, mais à objet spécifique, et qui n'ont pas vocation à être dans le code de la commande publique. C'est pour ça qu'ils sont dans le code de l'énergie, et qui, pour l'instant, ils ne sont pas codifiés dans le code de la commande publique. Donc, ce sont des contrats, on va dire, spéciaux de la commande publique. Donc, j'ai remis là dans la slide les quelques principaux points importants sur un contrat de la commande publique, sachant que le texte parle aussi de contrat de la commande publique et pas de marché public ou de marché de fourniture, ce qui ouvre aussi potentiellement la possibilité sur le montage, si on est dans un cas d'actif à construire, etc., de pouvoir passer via d'autres types qu'un simple marché de fourniture, ce qui, sur la durée, peut aussi être avantageux pour la collectivité. La première recommandation, et je le fais d'autant plus volontiers qu'on nous ne sommes pas AMO, c'est de bien vous faire accompagner, là je parle aux acheteurs, de bien se faire accompagner par un AMO qui connaît le sujet et j'ai envie de dire qui connaît tous les sujets. C'est-à-dire qui vous pousse pas sur une seule solution établie d'avance, mais qui connaissent à la fois l'autoconsommation individuelle, collective et les PPA. Et puis d'un point de vue juridique, pareil, comme on a dit que c'était border, en tout cas l'interprétation, et je suis moi-même pas juriste, donc j'ai juste entendu la controverse. Faites-vous bien accompagner. Donc il y a un certain nombre d'avocats très compétents aujourd'hui. Et puis en accès libre, je peux vous conseiller une lecture que j'ai trouvée très intéressante. C'était dans la actualité juridique des collectivités territoriales en 2023. Donc je ne citerai pas le nom du cabinet d'avocats, mais en tout cas voilà, ça vous permet de lire une opinion sur le sujet, et notamment il y a une analyse du droit de la concession qui est assez intéressante dès lors qu'il y a une partie du risque qui est bien maîtrisée.